À présent, nous allons jeter un regard sur la structure de notre outil de supervision Najos. Comprendre la structure du répertoire Najos va nous permettre ici de savoir comment nous allons procéder à l'ajout des équipements, à l'ajout des services qui seront supervisés. Mais avant de passer réellement à cela, il y a une vérification préalable qu'il est toujours important de réaliser. La vérification se fera classiquement à l'aide de cette commande-ci pour se rassurer que tous les services, tous les autres sont en place sur notre outil Najoscore. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas eu éventuellement d'erreur lors de l'installation. Mais avant ça, nous allons dans un premier temps nous connecter à notre système d'exploitation Alma sur lequel nous avons procédé au déploiement de notre service Najos. Donc voilà mon utilitaire Putty ici que je vais utiliser pour pouvoir accéder à l'interface d'Alma Linux et par conséquent à Najos. Donc je vais renseigner l'adresse IP de ce système d'exploitation. J'avais défini l'adresse IP en 192.168.125.100. Donc je vais me connecter en SSH. Donc je vais agrandir un tout petit peu la taille de la police pour permettre un visuel beaucoup plus intéressant. Donc je mets ça à 18 en gras. Et là je vais me loguer. Le mot de passe, je l'avais défini à 4.0. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, il y a une vérification qu'on doit toujours faire lorsqu'on a terminé avec l'installation de notre service. C'est via cette commande-ci que je m'en vais donc saisir rapidement ici. Donc, /uss/local /najos/bin/najos-v et avec tout ce qui suit là, je valide par entrée. Donc là, on peut constater que on a un autre qui est vérifié, un groupe d'autres vérifiés également, un contact groupe. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'alerte, pas d'erreur. Donc, tout est fonctionnel, tout est OK. Donc, déjà, avant de poursuivre, allons rapidement sur l'interface web de notre outil Najos ici. Donc, on va simplement faire renseigner l'adresse IP 192.168.125.100/Najos comme ceci. Je valide par entrée. Donc ça, ce sont les identifiants qu'on avait créés lors de l'installation de notre service, de notre outil Najos. C'était spécifiquement dans le fichier htpasswd. Donc j'avais défini le login Najos admin avec le mot de passe qui était en 4.0 comme nous sommes en laboratoire. Donc c'était pour faire simplement les choses, quoi. Donc Najos admin est 4.0. Lorsque je clique sur connexion, j'ai bel et bien cette interface. Voilà, cette interface graphique, cette interface web de mon outil Najos. Et on peut voir ici, lorsque je me rends... Bon, Home, c'est la page d'accueil. Hein. On a la version de Najos qui est là et la date de publication. On a également les Daemon Running avec son PID qui est de 816. Donc, ce sont les programmes qui s'exécutent en arrière-plan sur le système d'exploitation Alma Linux sur lequel on a déployé notre outil Najos. On a aussi la possibilité de faire des vérifications des mises à jour. Lorsque vous allez avoir la possibilité d'accéder à la documentation à travers ce lien. Et si je m'en vais ici dans le menu host, on va voir ici qu'on a on a localhost qui correspond à la machine sur laquelle nous avons installé notre outil Najos. Donc lorsque Najos est déployé, et il supervise le système d'exploitation sur lequel on l'a déployé. Donc c'est ça qui correspond ici à localhost. Et dans le menu service, on va voir une diversité de services qui sont intégrés déjà au système d'exploitation. Donc nous avons par exemple current load qui correspond au processeur actuellement. Donc nous voyons l'état ici qui est OK. Nous avons current user qui correspond aux utilisateurs qui sont connectés actuellement.
Nous avons le protocole HTTP, nous avons le ping, nous avons le route partition. Donc, tout est vert pour le moment, ce qui témoigne de la suffisance, l'état fonctionnel de nos différents services. Donc, lorsqu'on va donc procéder à l'ajout des machines, on va les avoir dans cette section-ci. Et les machines, on va les retrouver à nouveau ici avec les services correspondants, les services associés. Donc, on était sur notre, si je reviens sur l'utilité PuTTY, on peut voir ici qu'on a bien un autre, donc check host c'est 1, donc les un autres qui sont vérifiés ici correspondent donc à ce local host. Et à côté de cela, on avait également d'autres. Donc, attendez, si je remonte, voilà, nous avons 8 services ici. Ces 8 services-là correspondent bel et bien à ces différents services que vous voyez ici. Voilà. Donc, lorsqu'on a fini le déploiement de notre outil Najoscore, le répertoire par défaut de cet outil se situe dans le répertoire Najos qui est dans le répertoire local. Donc, nous allons renseigner /USR/local /Najos pour avoir l'emplacement, disons, la structure de notre répertoire Najoscore. Donc, on va le faire avec la commande ls-l. Donc, je vais donc renseigner cette commande-là. Donc, si je fais, pardon, je peux faire d'abord un clic pour remonter un tout petit peu l'affichage vers le haut. Voilà. ls-l /usr/local /najos. Lorsque je valide comme ceci, ça me donne là un ensemble de sous-répertoires. Donc, le répertoire principal qui est Najos contient lui-même des sous-répertoires. Nous allons disséquer de façon plus substantielle les différents sous-répertoires que nous avons dans le répertoire Najos. Donc, on commence par le répertoire. On va commencer du bas vers le haut. Commençons par le répertoire var. Voilà, var, comme son nom l'indique, c'est en quelque sorte, ça fait référence à variable. Donc, je vais valider cela. Qu'est-ce qu'on a concrètement dans ce répertoire-là? On peut déjà voir ici le répertoire archive. Archive ici qui va contenir simplement, qui est un répertoire contenant les anciens fichiers, les anciens fichiers journaux ou encore les anciens logs qui ont été archivés par Najos. Nous avons aussi najos.log. Ça, c'est un fichier qui va contenir l'historique de tous les événements qui ont été importés et enregistrés par Najos. On va le retrouver dans ce fichier-ci. Najos.tmp, c'est un fichier qui va simplement... En fait, c'est un fichier qui est même généré. Hein. Ce fichier-ci est généralement généré automatiquement lorsque Najos est en pleine activité, donc lors des opérations internes. Donc, ce fichier-ci, qui est un fichier temporaire, va donc naturellement disparaître et réapparaître. Bon. Donc, c'est selon les besoins du moteur Najos. On a aussi le fichier object.cache, donc qui va simplement contenir le cache de toute la configuration de Najos. Donc, il est généré automatiquement à partir de certains fichiers CFG. On en reparlera tout à l'heure de à quoi ça renvoie ces fichiers CFG-là. Donc, son rôle spécifiquement ici, c'est simplement d'accélérer le chargement de la configuration du moteur Najos lors de son démarrage. Nous avons aussi le fichier retention.dat. Donc, lui, il sert simplement à garder en mémoire l'état des équipements et services au moment où Najos s'arrête. Donc, là, lorsqu'on va, par exemple, faire un redémarrage de Najos, au lieu de remettre tous les indicateurs de ces services et équipements supervisés à zéro, Najos va reprendre les anciens statuts à travers les informations qui ont été stockées dans ce fichier retention.dat. Le répertoire RW, quant à lui, c'est simplement un canal de communication entre l'interface web et
le moteur Nagios. Le répertoire spool, c'est lui qui va faire office de... En fait, il va être utilisé comme une sorte de file d'attente pour certaines opérations internes dans notre outil Nagios Core. Donc, lui, il va servir spécifiquement d'espace tampon. Donc, où Nagios va, par exemple, déposer temporairement des fichiers avant leur traitement. Donc, cela va permettre d'éviter les surcharges sur notre outil Nagios. Et pour finir, dans ce répertoire var, nous avons le fichier status.dat. Donc, lui, c'est l'un des plus importants de Nagios. Lui va contenir en temps réel les informations sur Nagios lui-même. Donc, ce sont le nombre d'hôtes, le nombre de services supervisés, la date de démarrage du programme Nagios, les données sur chaque équipement et service supervisé. Donc, ce sont là quelques informations qu'on doit avoir. Et donc, il faut noter déjà que ce fichier-ci, vous devez éviter de faire des modifications manuellement parce qu'il doit être constamment mis à jour par Nagios lui-même. Donc, les modifications ne doivent aucunement être faites dans ce fichier. Ensuite, nous allons nous intéresser au répertoire share. Voilà, parce que nous étions dans le répertoire var, on a vu les éléments constitutifs de ce répertoire. Donc, on va rappeler simplement la commande. On remplace var ici par share, comme ceci. Voilà. Dans ce répertoire, on voit donc qu'il y a un ensemble de fichiers et de répertoires également. Donc, tous ces ensembles d'éléments contenus dans ce fichier-ci seront nécessaires simplement à l'affichage de l'interface web de Nagios. Donc, l'interface web que vous avez vue ici. Tout cela est visible grâce au contenu de ces éléments-ci. Donc, nous avons par exemple ici le fichier HTML, nous avons le PHP, nous avons TXT. Donc, tous ces éléments-là seront nécessaires. Image ici, ce répertoire image qui va contenir simplement les icônes, les logos et des éléments visuels. Donc, si vous avez par exemple des compétences en développement web, vous pouvez venir faire des ajustements ou alors faire des modifications pour avoir un type d'affichage qui conviendra à vos attentes. Donc, c'est ici que tout se passe en effet. Après cela, nous allons nous rendre ici dans le répertoire sbin cette fois-ci. Donc, je rappelle à nouveau la commande et je remplace share par sbin. Voilà. Nous avons dans ce répertoire sbin un ensemble de fichiers CGI. Donc, CGI pour Common Gateway Interface. Donc, ce sont là des informations présentées sur la page web de Nagios. Donc, qui sont générées par ces fichiers. Les informations que nous avons, puisque dans le fichier que nous avions vu précédemment, ici le fichier, dans le répertoire, share, nous avons vu qu'il y avait tous les éléments constitutifs de notre interface web. Et maintenant, dans le répertoire sbin ici, nous avons un ensemble de fichiers CGI qui sont qui vont contenir des informations qui seront en effet présentées sur la page web de Nagios. Donc, pour faire simple, le répertoire share ici va nous permettre d'avoir le visuel graphique de notre outil Nagios. Tandis que le répertoire sbin ici va par exemple nous permettre d'avoir va nous permettre ici va permettre aux administrateurs de pouvoir réaliser certaines actions. Par exemple, le fichier, on va commencer par le fichier notification.cgi par exemple, qui va permettre ici d'afficher la liste complète des notifications qui seront envoyées. Donc, les notifications seront envoyées ici par notre Nagios, par notre outil Nagios dans l'interface web. Donc, Nagios va générer ces notifications qui seront donc présentées sur cette interface web ici. Nous avons aussi, par exemple, le fichier
Summary, on va prendre par exemple le fichier summary.cgi. Donc lui va simplement servir d'afficher un résumé global de l'état des différents équipements, des différents services qui sont supervisés. Summary là, donc on peut même, si on va sur l'interface web ici, on peut voir ici la section Summary. Donc, vous voyez, on a un rendu global de tout ce qui est présent sur notre outil Nagios. Là, on a par exemple un autre et nous avons les 8 services que nous avions vus ici précédemment dans cette section. Voilà. Donc, en conclusion, tous les éléments que nous avons sur la page web là sont générés par ces fichiers CGI que nous avons ici. On peut même voir aussi ce fichier-ci, tac.cgi. Tac.cgi là nous renvoie à cette partie-ci, Tactical Overview. Donc ici, nous avons un autre visuel qui va nous présenter là des notifications, l'état des services vérifiés, l'état en fait des services qui ont été vérifiés. All services enabled, donc tous les services sont activés ici. L'état des services également en mode bon, ça sont les vérifications passives, hein. Nous avons là cet ensemble d'informations ici que nous avons la possibilité de visualiser grâce à cette partie, cette section, c'est Tactical Overview. Donc, Tactical Overview là, nous avons ce rendu à travers le fichier tac.cgi. Donc, vous avez comme ça d'autres fichiers qui auront un impact sur le visuel, sur le rendu, sur notre navigateur, comme on peut le voir, tel que je vous ai présenté ici. Donc, on va continuer dans dans l'arborescence ici. On va se rendre cette fois-ci dans le répertoire libexec. Donc, je rappelle à nouveau la commande et je remplace sbin par libexec comme ceci. Voilà. Dans le répertoire libexec, on constate qu'on a un ensemble de fichiers commençant par check. Donc, quand vous entendez la check, ça renvoie à vérification. Donc, il s'agit ici, ces fichiers-ci ne sont rien d'autre que des plugins. Donc, des plugins, ce sont en fait des petits programmes exécutables qui sont généralement, qui sont souvent écrits en Bash, en Python, bon, qui vont permettre ici de pouvoir effectuer de façon concrète les tests sur les équipements ou encore les services qui sont supervisés par notre outil Nagios. Déjà, il faut dire, lorsqu'on a ces vérifications-là, on aura ici plusieurs états, plusieurs résultats. On peut avoir le premier résultat ici, OK. On peut avoir warning lorsqu'on a une alerte. On peut avoir critical lorsque l'état de supervision est indiqué critical. Ça sous-entend que l'équipement est dans un état d'alerte très avancé. On peut aussi avoir no pour matérialiser ici un équipement qui n'est pas par exemple visible sur notre outil de supervision. Donc, ce sont les différents états ici qu'on aura classiquement. OK, warning, critical. Donc, OK, lorsque tout est fonctionnel, hein. Voilà. Un peu comme on a ici sur notre service, sur notre navigateur ici, on peut voir que le statut de tous nos différents services ici est OK. Ou encore le statut de notre machine. Bon, là, ici, voilà, ce sont des pings. Status information, ping, OK. Voilà. Donc, on va revenir sur voilà, dans notre répertoire ici. Donc, nous avons un ensemble de plugins. On peut voir ici, par exemple, check DNS pour checker l'état du service DNS, check HTTP, check FTP, check ICMP. Donc, ça permet de vérifier ces différents protocoles-là. On a même check log, check mailq, check Nagios. Donc, vous voyez, on a tout un tas d'éléments. Check pin.
Donc, ce qu'on va faire, on va s'intéresser un peu à ce plugin, au plugin CheckPing. CheckPing que voici ici. Donc, ce qu'on va faire, on va aller, rappelons la commande et on va se déplacer dans ce répertoire-là. Je fais un CD et là, je vais faire ./checkPing. Voilà. Lorsque je valide ./checkPing, le système m'indique qu'il va falloir associer à ce plugin certains arguments. -h pour host address, donc ça c'est l'adresse IP de l'autre. -w, ça c'est warning, donc on aura également quelques valeurs qu'on va renseigner. -c pour critical, donc -w ici, on va donner une valeur. Donc ça, c'est-à-dire la valeur, par exemple, on va prendre quel cas pour que cela soit plus intelligible. Donc, -warning ici va nous indiquer le seuil d'alerte qu'on pourra définir. On peut par exemple dire si on atteint, si on donne la valeur par exemple 20, 20 ici correspondra à la latence lorsqu'on fait le ping. Si on dépasse par exemple le 20, donc si on dépasse 20, l'état de notre ping ici va passer en alerte, on aura un warning. Si on a par exemple, on a mis 20 ici pour warning, on peut par exemple mettre ici à 30, donc -C30 pour dire que si on effectue le ping et qu'on a un temps de latence supérieur à 30, on aura une alerte de type critical. Bon, on va faire un test très simple. Donc, je vais par exemple rappeler la commande là et j'associe quelques valeurs, -h majuscule. Et là, je vais mettre host underscore IP address. Bon, je vais faire un check sur l'autre même sur lequel Nagios a été installé. Donc, localhost-w. Donc, on va faire, par exemple, mettons par exemple 30 pour warning. Donc, si on dépasse 30, on aura avec, bon, pourcentage ici, 30%. Donc, si on dépasse 30 en termes de latence, on aura une alerte. -C, je mets ici, -C minuscule, et je mets là par exemple 60. Et là, avec un pourcentage de 60%. Donc, lorsque je fais comme ceci et je valide, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Voilà, là on voit le ping est OK. C'est OK simplement parce que on peut voir ici que notre latence est de 0,18 millisecondes. Or là, on a défini dans notre vérification que si on avait une valeur supérieure à 30 millisecondes, on allait avoir une alerte. Et si c'était supérieur à 60 millisecondes, on allait avoir une information de type critical. Donc, tout est OK. Donc, voilà un peu comment on peut faire déjà une première vérification à travers la commande checkping. Donc, cette commande-là, on va pouvoir l'inscrire dans un fichier qui va définir, par exemple, un état de service ou alors supervisé. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, retenons grosso modo ici que le répertoire libexec contient simplement les différents plugins qui vont nous permettre de faire des vérifications. C'est ce répertoire-ci qui est toujours dans le répertoire Nagios. Donc, voilà, nous étions dans le répertoire libexec. Alors, intéressons-nous maintenant au répertoire ETC. Donc, je rappelle à nouveau la commande et je remplace libexec par ETC cette fois-ci. Dans le répertoire ETC, nous allons voir ici un ensemble de sous-éléments, de fichiers et un répertoire également.
Nous avons déjà le fichier cgi.cfg. Donc ça, c'est un fichier qui est dédié à la configuration de l'interface d'administration web. Donc lui, il va simplement servir à contrôler les droits d'accès et les permissions des utilisateurs qui sont connectés à cette interface web. Donc, ça va permettre, on aura à travers ce fichier, on va pouvoir déterminer qui peut consulter les informations de supervision. On pourra spécifier qui peut exécuter certaines commandes, comme par exemple redémarrer un service, arrêter des notifications, etc. Le fichier htpasswd.user, ça c'est le fichier. Si vous vous souvenez, lors de l'installation de notre outil Nagios, on avait dans ce fichier défini l'utilisateur Nagios Admin. Donc, c'est cet utilisateur avec lequel nous nous sommes connectés sur l'interface web. Donc, ce fichier est utilisé pour protéger l'accès à l'interface web à l'aide d'un mot de passe. Donc, il va contenir la liste des utilisateurs autorisés à se connecter à l'interface d'administration. Donc, le mot de passe dans ce fichier est enregistré sous forme chiffrée. Si je m'en vais dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, c'est ht. Voilà, je vais simplement, étant donné que c'est un fichier, je vais y accéder avec... bon, je peux y accéder avec la commande cat. Voilà. Vous voyez ici, j'ai l'utilisateur Nagios Admin et voilà son mot de passe qui est chiffré. Donc, si on avait créé d'autres utilisateurs, on allait avoir dans ce fichier-ci également. Voilà, c'est ça son rôle ici. Et maintenant, on a le fichier nagios.cfg. Donc, ça, c'est le fichier de configuration principal de Nagios. Donc, c'est ce premier fichier. C'est ce fichier-ci qui est lu au moment du démarrage de Nagios. Ça, c'est l'un des fichiers les plus importants. Donc, lui va indiquer où trouver les autres fichiers nécessaires au fonctionnement de Nagios. C'est lui qui va aussi indiquer le chemin vers les autres fichiers d'objets. Donc, on aura par exemple dans le répertoire Object ici, des fichiers qui vont indiquer en effet le type d'équipement qui va permettre de définir le type d'équipement, le type de machine qu'on aimerait superviser. Et lorsqu'on va donc définir ce type de machine, ce type d'équipement dans le répertoire Object ici, il va donc falloir venir renseigner dans le fichier nagios.cfg l'emplacement de ces différents fichiers. Donc, allons par exemple dans le répertoire nagios.cfg ici pour voir cela de façon concrète. Donc, je vais ici remplacer par nagios.cfg. Je valide comme ceci. Voilà. Si je remonte un tout petit peu, vous allez voir. Là, nous avons... Attention, je vais remonter un peu. Voilà. Lorsque je remonte un tout petit peu ici, vous voyez là, on a par exemple ici le fichier CFG. CFG dit CFG Files. Bon, CFG Files, voici ce qui va nous intéresser déjà particulièrement. Dans les fichiers CFG Files, vous voyez que on a ici une définition de l'emplacement où se situent ces différents fichiers qui permettent de définir les équipements qui sont supervisés. Je vous avais dit, dans le dossier, le répertoire Object ici, on a les différents équipements. Comme on va le voir tout à l'heure, hein, on a la définition des différents équipements qui seront supervisés. Vous voyez par exemple, là, c'est printer.cfg, là, c'est switch.cfg, printer qui renvoie à l'imprimante, switch.cfg qui renvoie au switch, et c'est à l'intérieur de ces différents fichiers qu'on va indiquer les informations relatives à ces différents équipements. Par exemple, si je prends windows.cfg, on va définir par exemple là l'adresse IP de notre système Windows. On va définir également les différents intervalles de vérification de cette machine.
on va aussi pouvoir définir la vérification de certains services relatifs au fonctionnement de Windows. Donc, on peut par exemple vouloir vérifier le fonctionnement du protocole HTTP, vérifier le fonctionnement des mises à jour sur Windows. Donc, tout cela va être contenu dans ce fichier windows.cfg. Et lorsqu'on a déjà défini cela dans le fichier windows.cfg, il va falloir donc venir créer le fichier à l'intérieur de ce fichier. À l'intérieur de ce fichier, il va falloir... Attendez, j'étais dans quel répertoire ici? Voilà, à l'intérieur du répertoire Najos... non, c'est pas najos.log. C'est le fichier najos.cfg. Donc, il va falloir venir à l'intérieur du fichier najos.cfg, renseigner à l'aide de l'instruction cfg underscore files l'emplacement de ces différents fichiers définissant les équipements qu'on aimerait bien superviser. Donc, c'est ce à quoi renvoie ce fichier-là. Donc, je vais descendre rapidement. Voilà, nous étions à ce niveau-ci. C'était... Je rappelle la commande où nous étions. On était dans le répertoire etc. Donc, on avait déjà vu à quoi renvoie ce fichier. Ressources. Non, on a vu cgi.cfg, ht, voilà. Et najos.cfg, donc qui contenait les différents... entre autres, hein, parce qu'il y a bien d'autres informations là-bas. C'est dans le fichier najos.cfg qu'on va donc définir les instructions indiquant l'emplacement des différents fichiers qui nous permettent de définir les équipements, les autres qu'on aimerait superviser, qui sont contenus ici dans le répertoire Object. Donc, si je m'en vais dans le répertoire Object cette fois-ci, donc je fais ls-l et je renseigne à nouveau là Object comme ceci. Voilà, vous voyez qu'on a un ensemble de fichiers CFG par défaut. Windows.cfg, timeperiod.cfg, template.cfg, switch.cfg, printer.cfg, localhost.cfg, contact.cfg, etc. Tous ces éléments, tous ces différents fichiers vont permettre simplement de définir les équipements. On aura par exemple localhost ici qui renvoie à la machine sur laquelle on a déployé notre outil Najos, notamment le système Alma Linux. On a printer.cfg qui définit ici les imprimantes sur lesquelles les imprimantes, ça c'est un modèle qu'on pourra utiliser soit en dupliquant ou alors peut-être en inscrivant directement nos informations relatives peut-être aux imprimantes qu'on aimerait superviser. Switch.cfg. À noter aussi qu'on peut créer le nôtre, c'est-à-dire si je veux par exemple superviser un système d'exploitation Windows 11, je peux venir, je crée simplement un autre fichier ici à l'intérieur, je mets Windows 11.cfg. Il faut simplement que l'extension termine par .cfg. Et lorsque j'ai fini de créer ce fichier-là et que j'ai inscrit les différentes informations qui seront vérifiées par mon outil Najos, il faudrait donc que ce fichier-là, que je vienne renseigner l'instruction CFG files dans le fichier najos.cfg. Ça va permettre donc à Najos de pouvoir reconnaître l'existence d'un équipement que je viens d'ajouter à l'intérieur de ce répertoire Object. Donc, nous étions ici dans le... Donc, on a déjà vu le répertoire Object. Maintenant, il y a le fichier ressources.cfg. Le fichier ressources.cfg ici correspond simplement à... C'est un fichier en fait qui va contenir des variables globales qui seront utilisées par Najos Core. Donc son rôle ici, c'est simplement de pouvoir centraliser des informations sensibles ou réutilisables. Donc, on va un peu aller dans ce fichier-là. Donc, je fais ici, c'est... gestion, donc, ok, là je mets ici ressources.cfg. Voilà. Là, ici, par exemple, si on veut réutiliser ce chemin-ci, lorsqu'on va, par exemple, définir l'emplacement de nos plugins, au lieu de venir renseigner ce chemin-ci, on peut utiliser la variable $user1$. Pareil pour ce chemin-ci. Donc, en fait, c'est un fichier qui va simplement
contenir donc ces variables-là qui seront déjà utilisées par Nagioscore lui-même, mais qui pourra aussi être utilisées par nous-mêmes lorsqu'on va vouloir renseigner certaines informations nécessaires à la surveillance ou à la supervision de nos équipements. Donc voilà, si je reviens dans donc on était dans le répertoire ETC, donc on a déjà exploré, parcouru le contenu. Rapidement, il y avait une précision aussi importante à noter ici dans le répertoire Object. On a le fichier contact.cfg. Donc ce fichier va simplement permettre de définir les contacts. Par exemple, si on a des administrateurs ou encore disons des administrateurs qui aimeraient avoir des notifications sur l'état de fonctionnement des équipements qui ont été inscrits dans Nagios. On pourrait avoir ces notifications-là par email ou par SMS. On peut donc, à l'aide de ce fichier, c'est contact.cfg, renseigner ces informations, en fait, les informations des administrateurs. Et là, ça permettra donc de générer des notifications. On peut même inscrire notre compte Gmail. Ça, on le verra dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Comment est-ce qu'on peut recevoir des notifications de nos différents équipements dans notre adresse courriel, dans notre Gmail par exemple, ou dans notre Yahoo. Donc, on peut recevoir ces notifications-là de façon instantanée, suivant suivant certains délais qu'on a définis, délais de vérification, délais de supervision. Donc, pour terminer, nous étions ici dans le répertoire ETC. Il reste le répertoire bin. Donc, on a déjà exploré ces différents répertoires-ci. Allons dans le répertoire bin cette fois-ci. Voilà. Dans le répertoire bin, on va trouver deux fichiers. Le fichier Nagios et le fichier Nagios stat. Déjà, le répertoire bin ici va contenir simplement les exécutables. Donc, ce sont les exécutables qui seront essentiels au fonctionnement de Nagios. Donc, nous avons par exemple ici le fichier Nagios. Donc, qui est là le démon principal. Donc, j'ai parlé tantôt des démons comme étant des programmes qui s'exécutent en arrière-plan, sans action particulière de l'utilisateur. Donc, c'est lui le cœur du programme Nagioscore, ce fichier-ci. Donc, sa fonction, quelles sont ses fonctions principales? Par exemple, démarrer, arrêter, Nagios via des lignes de commande, lire les fichiers de configuration qui seront situés dans le répertoire ETC, ce répertoire-ci. Ce fichier va permettre aussi de planifier et exécuter des vérifications sur les équipements, sur les services, dans les fichiers CFG. Donc, ces fichiers, c'est qu'on a vu qui se trouvent dans le répertoire Object. Donc, ce fichier-ci va permettre aussi de pouvoir faire l'analyse des différents logs. Donc, les logs qui sont dans le fichier nagios.log, comme on l'avait déjà vu précédemment. On a aussi le fichier nagios.stat. Donc, nagios.stat, lui, va simplement nous fournir ici des statistiques et des indicateurs de performance du fonctionnement de Nagios. Donc, c'est même comme son nom l'indique, Nagios Stats. Donc, pour les statistiques, on aura donc ces statistiques sur le fonctionnement de Nagios. Donc, par exemple, il va pouvoir nous afficher le nombre de vérifications qui ont été effectuées, la charge des démons, le taux de notification envoyé, le temps moyen d'exécution des différents plugins. Donc, voilà en fait à quoi ce fichier-ci va nous servir. Donc, voilà donc de façon un peu plus brève parcouru les différents fichiers, les différents répertoires qui constituent donc notre outil Nagioscore. Dans les prochaines démonstrations, il sera déjà intéressant pour nous de voir comment on peut ajouter un système d'exploitation Windows 10, un serveur Linux, un serveur web déployé sous Alma Linux. Ça, c'est ce qu'on verra dans les prochaines démonstrations. Ces différentes machines qu'on va devoir ajouter
devront apparaître donc dans cette section haute ici, host que vous voyez ici, et on aura l'état des différents. En fait, si on va dans service ici, on pourra aussi ajouter des services associés à ces différentes machines. C'est ce qu'on verra dans les prochaines démonstrations.